Le jour de mon anniversaire, mon mari est parti pour un voyage d'affaires. Je suis arrivé la première et j'attendais déjà dans le hall de l'hôtel. Quand il est sorti de l'ascenseur avec une autre femme lui tenant le bras, tout le monde s'est arrêté pour regarder. J'ai avancé, les regardé dans les yeux et j'ai prononcé la phrase qui a fait s'effondrer tout son monde devant tout le monde. C'était censé être mon dîner d'anniversaire. 30 ans, une étape importante. J'avais passé la matinée à choisir la robe qu'il m'avait dit un jour être sa préférée. Celle qu'il disait me faire ressembler à la femme dont il était tombé amoureux la première fois. J'avais même bouclé mes cheveux, mis le parfum qu'il m'avait acheté il y a des années quand l'argent était plus rare. Mais son attention était sans fin. C'est ainsi que je voulais me présenter pour notre soirée, prête à nous rappeler à tous les deux la vie que nous avions construite. À 15 heures, il a appelé Heather. Quelque chose était arrivé au travail. Voyage de dernière minute. Ne sois pas fâché. Je me rattraperai quand je rentrerai. Les mots étaient répétés, hachés, comme s'il s'était entraîné devant un miroir. Je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré. Mon silence suffisait à le faire raccrocher rapidement. Mais en restant là, fixant mon téléphone, une froide certitude m'a envahi. Il ne travaillait pas tard. Il ne partait pas en voyage d'affaires. Je savais exactement où il allait. 2 semaines plus tôt, sa carte de crédit avait déclenché une alerte sur mon téléphone. Un débit au Marriott du centre-ville. 2 nuits, champagne ajouté. Quand je lui ai demandé, il a dit que c'était un client qu'il avait réservé. Parfois, il nous l'offre gratuitement, ma belle. Rien d'étrange. Il a souri trop vite en disant cela. Il ne savait pas que j'avais vérifié les dates. Une de ces nuits, il m'avait dit qu'il était coincé dans les embouteillages jusqu'à presque minuit. Alors cet après-midi-là, je ne suis pas resté à la maison à attendre. J'ai appelé une voiture, j'ai pris le trajet de 40 minutes jusqu'au centre-ville de Houston, et je suis entré directement dans le hall de ce Marriott. L'air sentait le bois ciré et la Cologne chère. Des hommes d'affaires en costume passaient en hâtant. Quelques femmes en robe du soir traînant leurs valises roulantes. Je me suis assise sur l'une des chaises en velours du hall, face à l'ascenseur, jambes croisées, mains proprement posées sur mon sac à main. Mon cœur battait la chamade dans ma poitrine, mais mon visage était de pierre. S'il pensait pouvoir m'humilier en secret, il allait bientôt apprendre ce que c'était d'être exposé. Je n'ai pas attendu longtemps. L'ascenseur a sonné. Quand les portes se sont ouvertes, je l'ai vu, mon mari, mon partenaire travailleur. Il est sorti, ajustant sa cravate, et juste derrière lui flottait une femme d'une demi-tête plus petite que moi, des cheveux blonds lui tombant sur les épaules, riant de quelque chose qu'il lui murmurait. Elle a grippé son bras comme si elle l'avait déjà réclamé. Sa tenue ne laissait rien à l'imagination, ma gorge s'est serrée, mais je me suis forcé à rester assise jusqu'à ce qu'il traverse le hall. Puis je me suis levé. S. Son nom a glissé de sa bouche en premier, confus. Mon mari s'est figé. Sa main a lâché sa taille. Le sang s'est retiré de son visage. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'en avais pas besoin. Tu pars en voyage d'affaires, hein? Les têtes se sont tournées. La réceptionniste derrière le comptoir s'est raidie. Un homme qui s'enregistrait avec son fils adolescent s'est arrêté en plein milieu de sa phrase. Même le barman du salon s'est penché en avant, sentant la scène. Heather, balbutia mon mari, essayant de forcer un sourire qui sortit de travers. Que fais-tu ici? Qu'est-ce que je fais ici? Je me suis rapproché, mes talons résonnant sur le marbre. C'est mon anniversaire. Je t'attendais à la maison, tu te souviens? Dîner, projet, un mari qui s'en soucie. Mais toi? Tu es ici avec. Je l'ai regardé de haut en bas, laissant mon silence finir la phrase. Le visage de la femme est devenu rouge, mais elle n'a pas lâché son bras. Tu n'as pas à faire ça ici. Elle a sifflé à voix basse, mais tout le monde a entendu. Oui, ai-je dit sèchement. C'est exactement ici que je vais le faire. Je me suis tourné vers lui et avant qu'il ne puisse parler à nouveau, ma paume a rencontré sa joue. Le son a craqué à travers le hall comme un coup de feu. Des exclamations ont éclaté, sa tête a basculé sur le côté, ses yeux se sont immédiatement embués. Il a touché son visage avec incrédulité, comme s'il ne pouvait pas imaginer que je l'avais vraiment fait. Ça, ai-je dit calmement, c'est pour chaque mensonge que tu m'as dit. Pour chaque fois que je suis resté éveillé à t'attendre.
Pour chaque fois que tu as juré que tu m'aimais en te faufilant comme un lâche. La maîtresse a lâché son bras. Puis, soudainement très consciente des regards fixés, de la foule chuchotante. Elle a reculé comme pour se distancer du rayon d'explosion. Je me suis penché assez près pour qu'il puisse entendre les mots suivants. C'est la dernière fois que tu me prendras au dépourvu. À partir de maintenant, c'est moi qui tirerai les ficelles. Et puis, sans un autre regard pour lui, je me suis redressé, j'ai lissé ma robe, et j'ai marché vers la sortie. Le hall s'est écarté pour moi comme si j'étais une reine, pas une femme trahie. J'ai tenu ma tête haute, ne laissant pas une seule larme couler jusqu'à ce que les portes vitrées se ferment derrière moi et que l'air nocturne frappe mon visage. L'humiliation brûlait dans ma poitrine, mais en dessous vacillait quelque chose de plus tranchant, de plus froid, un vœu. Il pensait que c'était la nuit où il m'avait brisé. Il n'avait aucune idée que c'était la nuit où j'avais commencé à planifier comment le briser. Les gens regardent un mariage comme le mien et pensent qu'il a dû se fissurer du jour au lendemain. C'est le mensonge que je me disais aussi pendant des années parce que c'était plus facile que d'affronter la vérité. Les fissures étaient toujours là. Je ne faisais que les reboucher. Je l'ai rencontré quand j'avais 22 ans, fraîchement sorti de l'université, pleine de projets. Il courait déjà après les contrats, élégant dans ses costumes, parlant d'un avenir qui semblait plus grand que nous deux. À l'époque, je pensais que l'ambition était de l'amour. Il a dit que nous construirions un empire ensemble, et je l'ai cru. Quand il m'a demandé de déménager à Houston pour son travail, j'ai laissé derrière moi mes parents, mes amis, et le petit rôle en marketing que je venais de décrocher. Ce n'est que le début, a-t-il promis. Quand j'y arriverai, tu n'auras jamais à t'inquiéter. Je me suis investi dans cette vision. J'ai travaillé pendant qu'il grimpait, j'ai pris des doubles quarts quand l'argent manquait, et quand ma grand-mère est décédée, j'ai utilisé une partie de mon héritage pour nous aider à acheter la maison où nous vivons toujours. Ça n'a jamais eu l'air d'un sacrifice parce que je croyais que c'était le nôtre. Chaque fois qu'il rentrait tard, je me disais que c'était pour nous. Chaque rendez-vous, chaque événement familial manqué, je trouvais des excuses. C'est ce que la loyauté signifiait pour moi. Nous parlions constamment d'enfants pendant ces premières années. Il disait qu'un jour, quand sa carrière se stabiliserait, quand l'argent serait là, le jour s'éloignait de plus en plus. Je voulais une famille. Il voulait la liberté. C'était la première fois que je remarquais la distance entre ce que nous disions valoriser et ce qu'il choisissait réellement. Les signes avant-coureurs étaient là. Message texte tardif qu'il jurait être de client. Un parfum sur sa chemise qui n'était pas le mien. Des voyages d'affaires qui tombaient toujours les week-ends. Anniversaire ou fête. Mais j'ai fait taire la voix dans ma tête, me convainquant que douter de lui me rendait ingrate. Je portais le poids de son ambition pour qu'il puisse voler. Pourtant, il y avait des moments où la vérité griffait son chemin. Le Thanksgiving dernier, ma sœur cadette m'a prise à part après le dîner. Elle n'a pas mâché ses mots. Heather, je l'ai vu. Il n'était pas seul. S'il te plaît, arrête de faire semblant de ne pas savoir. Je lui ai crié dessus, lui disant de s'occuper de ses affaires, je suis rentré chez moi en tremblant, m'accrochant à l'illusion que mon mariage était inébranlable. Mais ces mots se sont logés en moi, rongeant. Chaque fois que mon mari souriait et disait « Je fais ça pour nous », j'entendais sa voix à la place. Le coup de grâce est arrivé 3 jours avant mon anniversaire. Ma nièce, faisant défiler les réseaux sociaux comme les enfants le font toujours, est tombée sur une photo. Lui, dans un bar sur le toit, verre à la main, se penchant vers une blonde que je n'avais jamais vue. La légende n'était qu'une émoji, une flamme, un cœur, mais c'était suffisant. Elle l'a montré à ma sœur, qui m'a appelé immédiatement. Heather, je ne voulais pas te le dire comme ça, mais tu ne peux pas continuer à détourner le regard. Je me souviens m'être assise au bord de mon lit, fixant cette photo jusqu'à ce que l'écran devienne flou. Il ne s'agissait pas de la femme. Il ne s'agissait pas de sexe. Il s'agissait de chaque sacrifice que j'avais fait, chaque dollar, chaque année, chaque moment de confiance que je lui avais accordé, jeté comme si ce n'était rien. C'est là que le chagrin s'est durci en autre chose. La voix de ma sœur, ferme et inflexible au téléphone, était la confirmation que je ne pouvais pas nier. La trahison n'était plus un soupçon. C'était un fait. Et une fois que la vérité se montre, on ne peut plus la dévoir. C'est à ce moment-là que j'ai arrêté de me demander s'il me trompait et que j'ai commencé à me poser la seule question qui comptait. Qu'est-ce que je vais faire à ce sujet? La nuit après la scène de l'hôtel,
je me suis assise seule dans le noir de notre cuisine. Mon téléphone vibrait sans arrêt sur le comptoir. Son nom s'illuminait encore et encore sur l'écran, mais je n'ai pas répondu. Pendant des années, j'avais été la femme qui décrochait, qui pardonnait, qui écoutait ses excuses. Cette heure était partie. Je n'allais pas crier ou lancer des choses ou le pourchasser pour des réponses. J'avais déjà les réponses. Il me les avait données dans le hall, avec elle, le bras passé dans le sien. Mon travail maintenant n'était pas de demander une explication. Mon travail était de le démanteler. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai consulté nos comptes conjoints. Pour la première fois depuis des années, je n'ai pas seulement jeté un coup d'œil au solde. J'ai parcouru chaque transaction. Séjour à l'hôtel, facture de restaurant, un achat de bijoux que je n'avais jamais vu. Mon pouls cognait dans mes oreilles, mais mes mains étaient stables. En quelques clics, j'ai bloqué les cartes de crédit. Les comptes n'étaient pas verrouillés. Pas encore. Mais ils étaient sous mon contrôle. Il n'allait plus dîner et faire bonne chère avec quelqu'un d'autre à mes frais. Ensuite, j'ai rédigé un email à un avocat spécialisé en divorce que j'avais mis en signer des mois plus tôt dans un moment de faiblesse. À l'époque, j'avais plané au-dessus du bouton d'envoi, mais jamais cliqué. Cette nuit-là, j'ai appuyé sur envoyer sans hésitation. Je me suis rapproché du coffre-fort. À l'intérieur, les actes et documents que j'avais toujours eu confiance qu'il gérerait. Je les ai sortis un par un, les étalant sur la table comme des armes. Les titres de propriété de la maison, de la voiture, les investissements commerciaux. Mon héritage n'était pas seulement un sentiment. Il avait financé la moitié de ces choses. Le voir écrit m'a rappelé que ce n'était pas seulement son empire. C'était le mien aussi. Et je n'allais pas le laisser s'en tirer. Au lever du soleil, j'avais un plan. Première étape, sécuriser les finances. Deuxième étape, sécuriser la maison. Troisième étape, m'assurer que chaque mouvement le faisait vaciller. Quand il est finalement rentré au petit matin, la maîtresse nulle part en vue, il ressemblait à un homme qui avait vu un fantôme. Sa cravate était desserrée, sa chemise froissée, ses yeux rougis. « Heather, s'il te plaît, a-t-il commencé, la voix brisée. Laisse-moi expliquer. Je n'ai pas pris la peine de lever les yeux de la boîte que j'étais en train de remplir dans le salon. Tu as assez expliqué. Il s'est rapproché, désespéré. Ce n'était pas ce qu'il semblait. J'ai fait une erreur. Une stupide erreur. Mais je peux arranger ça. Ne fais rien de précipité. J'ai fermé la boîte et je l'ai scellée. Précipité? Tu penses que c'est précipité? Je me suis levé, croisant son regard avec un calme qui semblait l'effrayer plus que la gifle dans le hall. Je t'ai donné des années. Je t'ai donné mes économies, l'argent de ma famille, ma loyauté. Tu as tout pris et tu l'as nourri à ton ego. Tu ne peux pas me qualifier de précipité. Il a ouvert la bouche, mais je l'ai interrompu. Les comptes sont gelés. Les cartes ne fonctionnent pas. La maison, ne t'y habitue pas trop. Et au fait, j'ai soulevé la pile de papier de la table et je les ai serrés contre ma poitrine. J'ai des copies de tout. La couleur a quitté son visage. Il ne s'attendait pas à ce que je bouge aussi vite. Il pensait que je m'effondrerais en larmes, que je le supplierais de rester, que je m'accrocherais aux miettes qu'il offrirait. Mais je ne jouais plus le rôle qu'il avait écrit pour moi. Quand je suis passé devant lui avec la boîte, il a tendu la main vers mon bras. Je me suis retiré brusquement, ma voix basse, mais ferme. Ne me touche pas. Pas avant que ce ne soit par l'intermédiaire d'un avocat. J'ai porté la boîte à ma voiture, l'ai chargée dans le coffre, et me suis glissé sur le siège du conducteur. Pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti une étrange sorte de clarté. Pas de la joie, pas encore, mais un but. En sortant du chemin d'accès, j'ai aperçu un coup d'œil de lui dans le rétroviseur, debout dans l'embrasure de la porte, les mains sur la tête, l'air plus petit que je ne l'avais jamais vu. Cette image est restée avec moi, pas comme un réconfort, mais comme du carburant, parce que ce n'était que le début. Il pensait pouvoir me détruire tranquillement. Il n'avait aucune idée de ce que c'était que d'être traqué. Le premier signe que mon plan fonctionnait est arrivé 2 jours plus tard, juste après minuit. Mon téléphone a vibré avec une notification. 3 tentatives infructueuses sur la carte de crédit commune. Même station-service, même horodatage. Il essayait de remplir sa voiture et la carte ne cessait d'être refusée. Je pouvais l'imaginer debout là, à la pompe,
la faisant glisser encore et encore, la sueur se formant à ses tempes tandis que le commis derrière le comptoir regardait avec pitié. Il a probablement fouillé pour trouver de l'argent liquide et n'en a pas trouvé assez. Il n'avait pas porté d'argent liquide depuis des années, trop habitué à agiter sa carte de crédit comme si cela le rendait intouchable. Le lendemain matin, j'avais un message vocal. Sa voix était vive, hachée. « Heather, ça va trop loin. Tu ne peux pas me couper comme ça. Nous devons parler. Rappelle-moi. » Je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai regardé le solde du compte chèque resté ferme sous mon contrôle. J'ai laissé le silence s'étirer. Les nouvelles circulent vite dans notre entourage. En une semaine, j'ai reçu un message d'une amie mutuelle, quelqu'un qui avait toujours été plus de son côté que du mien. « Tout va bien ? » Il avait l'air secoué au déjeuner hier. Je n'ai pas répondu. Laisse-le transpirer pendant que les gens chuchotent. Laisse l'histoire se construire sans que je lève le petit doigt. Et il a transpiré. Un soir, je suis rentré pour ramasser d'autres affaires. Il faisait les 100 pas dans la cuisine, son téléphone collé à son oreille, sa voix basse mais urgente. Je me suis tenu dans l'embrasure de la porte et j'ai écouté. Non, écoute. J'obtiendrai les fonds. C'est juste temporaire. Ma femme, elle est difficile, mais je vais m'en occuper. J'ai éclairci ma gorge et il s'est figé en pleine phrase. Sa tête s'est retournée, ses yeux écarquillés. Je n'ai rien dit, j'ai juste posé mes clés, pris la boîte que j'étais venu chercher, et je suis passé juste devant lui. Le silence que je portais dans chaque pièce coupait plus profondément que n'importe quelle dispute. La maîtresse ne s'en sortait pas mieux. Une amie de mon travail l'a repérée à un brunch avec 2 amis. Elle ne la regardait pas avec intérêt ou envie. Elle la dévisageait, chuchotait, secouait la tête. Mon amie a dit qu'elle avait l'air misérable, plantant sa salade pendant que tout le monde riait de quelque chose auquel elle ne participait pas. Il s'avère que coucher avec un homme marié ne vous vaut pas des applaudissements à Houston. Et sa famille, il l'avait remarqué aussi. Son jeune frère, quelqu'un qu'il idolâtrait autrefois, s'est présenté à ma porte un soir. « Heather » a-t-il dit maladroitement, les mains dans les poches. Je ne sais pas ce qui se passe, mais il a l'air d'un cadavre. Quoi qu'il ait fait, je ne suis pas aveugle. Je voulais juste te faire savoir que tu as des gens de ton côté. Ça m'a touché plus que prévu. Pendant des années, j'ai pensé qu'ils me voyaient tous comme l'intrus, la fille qui l'accompagnait dans son ascension. Mais maintenant, la marée tournait. Il n'était plus le soleil doré. Il était l'homme qui ne pouvait même pas garder sa vie en ordre. Et puis est venue sa première tentative désespérée de me joindre en personne. Je quittais l'épicerie, poussant un chariot vers ma voiture, quand il est apparu de nulle part. Pas de costume cette fois, juste un jean, une chemise froissée, et le genre de visage non rasé que je n'avais pas vu depuis l'université. Il a attrapé le chariot avant que je ne puisse le faire avancer. « Nous devons parler » a-t-il dit, à bout de souffle. Je me suis redressé. « Dégage. » Non, Heather. Écoute, s'il te plaît. Tu ne comprends pas ce que ça me fait. Je ne peux pas accéder à mes comptes. Mes cartes ne fonctionnent pas. J'ai des gens qui m'appellent toutes les heures. Arrête ça. Nous pouvons trouver une solution. Je la quitterai. J'ai ri. Le son m'a surprise même moi. Tu la quitteras? C'est ton argument. Sa mâchoire s'est serrée. Tu me détruis. Non, ai-je dit, croisant son regard. Tu t'es détruit toi-même. Je fais juste en sorte que les décombres atterrissent où elles le méritent. Il a lâché le chariot comme s'il lui avait brûlé la main. Les gens autour étaient en train de regarder. Une mère avec un tout petit s'est arrêtée, figée sur place. Un homme avec des sacs à la main a haussé les sourcils. L'humiliation l'a submergé en temps réel. J'ai chargé mes courses dans la voiture avec un calme délibéré. Chaque mouvement un rappel qu'il ne contrôlait plus le récit. Quand j'ai fermé le coffre et que je me suis retourné, il était toujours là, dégonflé, comme un ballon qui perd de l'air. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'il ne perdait pas seulement de l'argent ou sa réputation. Il perdait le scénario de sa vie. Celui où il était toujours le héros, toujours celui aux commandes, toujours l'homme que les gens admiraient. Maintenant, pour la première fois, c'était lui que tout le monde dévisageait. En partant, j'ai aperçu un coup d'œil de lui dans mon rétroviseur, les épaules voûtées,
fixant l'asphalte comme s'il pouvait lui donner des réponses. J'ai presque eu pitié de lui. Presque. Mais la pitié ne construit pas la justice. Les conséquences, elles. Et ce n'était que le premier acte. Je ne l'avais pas planifié. Pas exactement. Mais parfois la vie vous offre la scène parfaite. Sa mère m'a invité à dîner le dimanche, celui qu'elle insistait toujours pour organiser toutes les quelques semaines. Normalement, j'aurais refusé. Trop à vif, trop tôt. Mais quelque chose dans sa voix m'a fait hésiter. Heather, a-t-elle dit calmement. Viens, s'il te plaît. Il est temps. Alors, j'y suis allé. La maison était bondée, chaleureuse avec l'odeur du poulet rôti et du pain à l'ail. Ses parents, son frère et sa sœur, même quelques cousins. Je suis entré et j'ai senti leur regard se tourner vers moi avec soulagement, comme si je faisais toujours partie de la famille, peu importe ce qu'il avait fait. Et puis il est arrivé en retard comme d'habitude, mais pas seul. Elle est entrée derrière lui, la maîtresse, essayant de garder la tête haute, bien qu'elle ait eu l'air de préférer être n'importe où ailleurs. La pièce est devenue morte de silence. Sa mère a laissé tomber la cuillère de service dans la poêle avec un bruit. La mâchoire de son père s'est verrouillée. Ma poitrine brûlait, mais au lieu de me briser, j'ai souri. Un sourire calme, glacé, qui promettait quelque chose que personne d'autre ne pouvait voir venir. Il s'est éclairci la gorge. Tout le monde, voici. Je l'ai interrompu. Nous savons qui elle est. Des exclamations ont parcouru la table, sa maîtresse s'est mal à l'aise, sa main tressautant vers son bras, mais il ne l'a pas prise. Son visage rougissait déjà écarlate. Je me suis levé lentement de ma chaise, prenant mon verre d'eau avec moi. Savez-vous ce qu'aujourd'hui, ai-je demandé à la pièce? Ma voix était calme, stable, le genre de ton qui faisait se pencher les gens. Personne n'a répondu. C'est exactement 2 semaines depuis que mon mari m'a dit qu'il devait partir en voyage d'affaires. J'ai laissé mon regard se verrouiller sur lui. Le même voyage qui s'est terminé avec moi debout dans le hall d'un hôtel pendant qu'il sortait d'un ascenseur avec elle accrochée à son bras. Son frère a juré à voix basse. La main de sa mère s'est portée à sa bouche. Sa maîtresse s'est figée comme un chevreuil dans les phares. Je me suis tourné légèrement, m'adressant à son père. Savez-vous ce qu'il a dit quand je l'ai confronté? Il m'a dit de ne pas faire de scène. Comme si humilier sa femme en public n'était pas déjà la scène. Mon mari s'est déplacé avec inconfort, essayant de former des mots, mais j'ai levé la main pour l'arrêter. Le pouvoir du silence m'appartenait maintenant. Puis je me suis penché en avant, et posé mon verre d'eau avec un clic délibéré, et j'ai prononcé la phrase qui le suivrait plus longtemps qu'une gifle. Je suppose que ça vient de la famille, ai-je dit froidement, laissant mes yeux glisser vers la maîtresse. Parce qu'apparemment, la loyauté lui est optionnelle. Et à partir de ce soir, le mariage aussi. Les mots ont atterri comme une grenade. Son père a repoussé sa chaise, s'est levé, la colère gravée sur son visage. Tu l'as amené dans cette maison, a-t-il tonné à son fils. La maîtresse a pâli, jetant un coup d'œil vers la porte. La bouche de mon mari s'est ouverte, mais rien n'en est sorti. Il suffoquait de sa propre arrogance, et pour une fois, je ne lui ai pas lancé de bouée de sauvetage. La pièce a éclaté en chaos. Sa mère criant qu'elle avait honte de lui. Son frère demandant depuis combien de temps cela durait. Sa sœur secouant la tête avec dégoût. À travers tout cela, je suis resté calme, composé, le regardant se défaire. Finalement, j'ai ramassé mon sac à main. Tu voulais jouer à la maison avec elle, ai-je dit, ma voix tranchant le bruit. Très bien, mais n'oublie jamais. Tu as perdu une femme, une famille, et ta dignité en une seule nuit. Et tu ne les récupéreras jamais. Et puis je suis parti. Au moment où j'ai atteint ma voiture, mon téléphone vibrait déjà. Un texto d'un cousin. Tout le monde parle. Tu l'as détruit. Un autre de son frère. Il méritait chaque seconde de ça. N'arrête pas. Il n'a pas fallu longtemps pour que l'histoire se propage. Quelqu'un avait enregistré une partie de la confrontation sur son téléphone. Ma phrase sur la loyauté étant optionnelle. Elle a commencé à circuler dans les groupes de discussion, puis sur Facebook, puis plus largement. En quelques jours, j'ai entendu 2 femmes faire la queue au café murmurer à propos du gars qui avait amené sa maîtresse au dîner du dimanche. L'humiliation n'était plus seulement personnelle. C'était public, viral à sa manière silencieuse.
Ses collègues l'ont vu. Ses voisins ont murmuré. Sa réputation, celle qu'il avait construite brique par brique, s'effondrait sous le poids de ses propres choix. Et la maîtresse. Elle n'a pas duré longtemps après ça. Le bruit court qu'elle l'a quitté une semaine plus tard, humilié par le contre-coup, fatigué d'être la blague. Il s'est retrouvé seul, avec rien d'autre que ses excuses. Pour moi, ce n'était pas une question de commérage. Il s'agissait de reprendre le pouvoir qu'il m'avait volé. De m'assurer que le monde le voit pour ce qu'il était vraiment. Il pensait que le hall de l'hôtel était le pire que je pouvais faire. Mais le dîner du dimanche a prouvé le contraire. Et le meilleur, c'est que je n'avais même pas encore commencé ma vraie guerre. Il a essayé de riposter. Je lui accorde cela. Après le fiasco du dîner du dimanche, il a dû réaliser que sa réputation s'effritait. Les appels ont commencé. Des amis communs me disaient qu'il expliquait, qu'il me dépeignait comme vindicative, instable, amère. Il prétendait que l'incident de l'hôtel avait été mal interprété. Il disait aux gens que j'avais exagéré les choses, que la maîtresse n'était qu'une amie, une collègue, rien de plus. Et puis il est passé en public. 2 semaines plus tard, une vidéo est apparue sur sa page Facebook. Il était assis dans son bureau, chemise repassée, impeccable, la voix répétée. Je veux aborder les rumeurs, commença-t-il d'un ton solennel d'homme politique pris dans un scandale. Mon mariage bat de l'aile depuis un certain temps, et bien que des erreurs aient été commises, la vérité est plus compliquée que ce qui a été partagé. Heather est en colère, et je le comprends. Mais je veux que les gens sachent que ce n'est pas l'homme que je suis. Les commentaires ont afflué instantanément. Certains sympathiques, mais la plupart méfiants. Les gens aiment une performance, mais ils aiment encore plus les preuves. Et des preuves, j'en avais à revendre. Je n'ai même pas eu à les poster moi-même. Ma sœur, béni soit sa franchise, avait sauvegardé des captures d'écran de ses messages textes tardifs à moi, ceux où il promettait qu'il travaillait tard alors que l'horodatage montrait une transaction au Marriott Bar. Elle les a téléchargés d'abord dans un groupe privé, et de là elles se sont propagées comme un incendie de forêt. Hors de la ville ce soir, bébé, ne m'attends pas. Envoyé à 23h47. Correspondant à sa charge de carte de crédit pour du champagne au même moment. Puis est venue la photo que ma nièce avait sauvegardée. La photo sur le toit de lui avec sa maîtresse. Ce n'était rien d'explicite, mais le langage corporel disait tout. Il se penchait de près, souriant comme il souriait autrefois à moi quand nous étions jeunes, fauchés et toujours amoureux. Une fois que cela a fuité, son image soigneusement construite d'épouse incompris s'est brisée. Twitter l'a pris ensuite. Quelqu'un a recadré ma phrase du dîner du dimanche. Apparemment, la loyauté lui est optionnelle et l'a associée aux captures d'écran. Ça s'est répandu rapidement, marqué d'un hashtag qui a brûlé les fils d'actualité. Loyauté optionnelle. En une semaine, ce n'était plus juste des ragots familiaux. C'étaient des collègues qui partageaient des mèmes. Un client s'est retiré d'un contrat, citant des préoccupations de réputation. Les commentaires sur son LinkedIn sont devenus amers, d'anciens collègues laissant entendre qu'ils n'étaient pas surpris. L'homme qui avait autrefois vanté son caractère intouchable était maintenant le sujet d'une blague virale. Et moi? Je suis restée silencieuse. C'était la beauté de la chose. Je n'avais pas à me défendre. Je n'avais pas à expliquer. La vérité était là, brute et indéniable. Chaque tentative qu'il faisait pour retourner la situation ne faisait que resserrer l'étau. La maîtresse a essayé de se sauver aussi. Elle a posté une vague story sur Instagram. Les gens ne connaissent qu'une partie de l'histoire. Ne jugez pas ce que vous ne comprenez pas. Ça s'est retourné immédiatement. Les commentaires ont afflué, la traitant de délirante, égoïste, briseuse de foyer. À la fin de la semaine, son compte était privé. Il est venu à ma porte un soir, furieux. Tu trouves ça drôle? Tu me ruines. Sa voix s'est brisée, un mélange de rage et de désespoir. Sais-tu combien d'appels j'ai reçus? Sais-tu ce que ça me fait? Ça fait de ma carrière? Je l'ai regardé depuis le seuil, bras croisés. Tu t'es fait ça toi-même. Il s'est rapproché, baissant la voix. Tu ne comprends pas. Je ne peux pas arranger ça si tu continues de laisser les gens poster. Laisser les gens. J'ai ri. Tu penses que je suis derrière chaque fuite? Flash info. Les gens te voient enfin tel que tu es. Je n'ai pas à orchestrer ça.
Tu diffuses ta propre chute. Il a frappé du poing le chambranle de la porte, puis s'est figé quand il a réalisé que ma voisine regardait de l'autre côté de la rue. Son masque a glissé à nouveau, et j'ai vu la panique en dessous. La panique n'a fait que croître. Une semaine plus tard, un fil Reddit anonyme est apparu avec plus de détails. Des captures d'écran de lui envoyant des messages à plusieurs femmes, flirtant, leur proposant de les encadrer autour d'un verre. Le fil a explosé, partagé sur les plateformes. Les captures d'écran ne mentent pas, et les noms d'utilisateurs correspondaient à ses anciens emails. Ces dénégations n'avaient plus d'importance, et le hashtag continuait de se propager. Loyauté optionnelle est devenu un raccourci pour les trompeurs, un mème que les gens utilisaient pour dénoncer la trahison. Son nom était attaché à toutes les versions. J'ai su alors que sa guerre était terminée. Il voulait contrôler le récit, mais à l'ère numérique, les récits n'appartiennent pas aux coupables. Ils appartiennent au public. Et le public avait fait son choix. Je n'étais plus seulement son ex-femme. J'étais la femme qu'il avait dénoncée. Et il n'était plus l'homme charmant et ambitieux que les gens admiraient. Il était une blague, un avertissement. L'ironie n'a pas échappé. Il avait passé des années à courir après le statut, à réseauter, à construire une image. Et en quelques semaines, il est devenu une blague virale qui a effacé chaque once de crédibilité pour laquelle il s'était jamais battu. C'était le prix de la trahison dans le monde moderne. Pas juste une honte murmurée, pas juste des dîners de famille gâchés. C'était une exposition totale, une marque démolie, une réputation noyée dans des preuves et des hashtags. Et alors que je le regardais sombrer, se débattant pour une défense qui n'existait pas, j'ai réalisé que la vengeance que j'avais choisie n'était pas juste personnelle. Elle était publique. Sa chute n'était pas cachée dans des papiers de divorce ou des disputes privées. Elle était écrite sur des écrans, partagée par des inconnus, immortalisée dans l'encre numérique. Et je n'avais pas encore fini. Les procédures judiciaires ont été déposées un mercredi matin. Mon avocate, une femme aux yeux d'acier affûtés, a fait glisser la liasse sur la table pour que je la signe. Une fois que nous aurons déposé ceci, Heather, ça ira vite. Es-tu prête? J'ai pensé au hall de l'hôtel, au dîner du dimanche, à chaque nuit où je restais éveillé pendant qu'il tissait des histoires. Mon stylo a touché le papier sans hésitation. Je suis prête depuis des années. En quelques jours, il a été assigné. Il m'a appelé 13 fois en un après-midi. Chaque message vocal était plus frénétique que le précédent. L'arrogance calme qu'il avait portée pendant des années s'était fissurée en quelque chose de laid. La rage mélangée à des supplications. Tu ne peux pas tout prendre. J'ai construit cette vie. S'il te plaît, Heather, pense à ce que tu fais. Mais je n'ai pas seulement pensé. J'ai planifié. Et chaque plan venait avec précision. La première frappe a touché son portefeuille. Le juge a émis un gel temporaire des principaux actifs jusqu'à ce que la division soit réglée. Cela signifiait que ses comptes, ce qu'il en restait après que je les coupés, étaient sous surveillance. La maison, moitié à mon nom, grâce à mon héritage, était sécurisée sous mon contrôle. Il ne pouvait pas vendre, ne pouvait pas grever, ne pouvait pas y toucher. La deuxième frappe a été sa voiture, la berline de luxe qu'il aimait montrer lors des réunions clients. Elle était louée à nos deux noms. Mon avocate s'est assurée que les paiements soient suspendus en attendant la procédure. Un mois plus tard, le concessionnaire l'a reprise. Il s'est retrouvé à chercher des covoiturages, empruntant à des amis qui ont bientôt eu marre du cirque qui le suivait partout. Mais la troisième frappe a été la plus profonde. La garde. Nous n'avions pas d'enfants, bien que pendant des années je l'ai supplié de franchir ce pas. Ce que nous avions, c'était ma nièce, la fille que j'avais pratiquement élevée depuis que la santé de ma sœur s'était effondrée. Elle avait maintenant 17 ans, plus une fille qu'une nièce, vivant avec moi à temps plein. Il aimait jouer le rôle de figure paternelle lors des dîners, se vantant de nous soutenir. Mais quand le tribunal a vu la vérité, les preuves de ses liaisons, la négligence, l'instabilité financière, toute chance qu'il demande la tutelle légale s'est évaporée. Le juge m'a accordé l'autorité exclusive. Son titre de parent a été retiré en un instant. Ce n'était pas juste une perte légale. C'était émotionnel. C'était personnel. Sa famille a commencé à s'éloigner aussi. Sa mère, qui lissait autrefois ses erreurs avec de douces excuses, a cessé de répondre à ses appels. Son père, un homme de fierté à l'ancienne, s'est présenté à ma porte un soir.
Je l'ai élevé mieux que ça, a-t-il dit sèchement, debout rigide dans mon entrée. Ce qu'il t'a fait, à cette famille, c'est impardonnable. Le poids de ces mots n'a pas échappé. Il n'était pas juste déçu. Il en avait fini. Même son frère, qui avait été autrefois son ombre, a coupé les ponts. J'ai entendu dire par des amis communs qu'il lui avait dit sans détour, « Tu nous as tous embarrassés, ne m'appelle plus jamais. » Chaque pont qu'il pensait pouvoir traverser brûlait derrière lui. Financièrement, l'effondrement s'est accéléré. Les procédures judiciaires ont examiné ses dépenses, et les reçus divulgués n'ont pas seulement entaché sa réputation, ils ont entaché son crédit. Les créanciers ont commencé à appeler. Les contacts professionnels se sont retirés des contrats, ne voulant pas être associés à son nom. L'effet domino a été brutal. Il a essayé de riposter, bien sûr. Il a déposé des contre-plaintes m'accusant de cruauté émotionnelle, comme si se défendre était de la maltraitance. Le juge a vu clair instantanément. Mon avocate a déchiqueté son cas avec un sourire qui m'a dit qu'elle avait fait ça 100 fois auparavant. Chaque tentative qu'il a faite pour retrouver son équilibre ne faisait que l'enfoncer davantage. La maîtresse, disparue depuis longtemps maintenant, s'était volatilisée sans un mot. Il se présentait aux audiences seul, costume froissé, papier débordant d'une mallette bon marché. Fini l'homme poli qui éblouissait autrefois les salles de réunion. Ce qui se tenait devant moi maintenant était une version vide, désespérée et en décomposition. Le coup de grâce est venu lorsque le divorce a été finalisé. Le tribunal m'a accordé la maison, la majeure partie des économies liées à mon héritage, et la moitié de ses comptes de retraite. Il a été ordonné de payer les frais juridiques en plus de tout le reste. Il est parti avec une fraction de ce qu'il avait autrefois affiché. Son empire réduit en cendres. Le jour où il a déménagé pour de bon, je me suis tenu près de la fenêtre pendant qu'un vieux camion arrivait. Pas de déménageur, juste lui et deux amis chargeant des boîtes à l'arrière. J'ai vu l'humiliation sur son visage alors que les voisins regardaient de leur Porsche, murmurant. L'homme qui autrefois se pavanait dans ce quartier comme s'il possédait le monde partait maintenant en disgrâce. Il n'a pas levé les yeux vers moi, mais je m'en fichais. Ce n'était plus mon problème. À la fin de l'été, le bruit s'est répandu qu'il louait un appartement miteux à la périphérie de la ville, vivant de paix en paix après avoir perdu des clients. Il était passé des costumes sur mesure au rayon discount, des repas fins à la pizza à emporter. Chaque pilier de soutien, financier, familial, social, avait disparu. Je n'ai pas célébré. La vengeance n'était pas une question de toast au champagne ou de défilé de victoire. Il s'agissait d'équilibre. Il s'agissait de savoir qu'il ressentait chaque once du poids qu'il avait autrefois essayé de me faire porter. Quand je me couchais la nuit, je ne me demandais plus où il était ni avec qui il était. Je ne remettais plus en question ma valeur ni ne doutais de ma santé mentale. Le silence dans ma maison n'était pas de la solitude. C'était la liberté. Et lui, il était fauché, seul, renié, exactement là où il s'était mis. C'est arrivé un mardi gris, des mois après la finalisation du divorce. Je ne l'avais pas vu depuis des semaines, peut-être plus. La vie avait suivi son cours. Ma maison me semblait à nouveau mienne. Ma nièce s'épanouissait, mon travail était stable, mes journées remplies d'une paix tranquille que je n'aurais jamais cru connaître. Et puis il est apparu. Je quittais le palais de justice après avoir signé les derniers documents de propriété. Un autre clou dans le cercueil de notre vie commune. Quand j'ai entendu mon nom, sa voix était plus fine que je ne m'en souvenais, effilochée au bord. Heather, me suis-je retourné, et le voilà. Mais ce n'était pas l'homme que je connaissais autrefois. Le costume qu'il portait lui tombait mollement, froissé et bon marché. Son visage était creux. Des cernes sous ses yeux. La confiance qui suintait autrefois de chaque mot s'est évanouie. Pendant un instant, je ne l'ai presque pas reconnu. S'il te plaît, a-t-il dit, s'approchant. Écoute-moi juste. J'aurais pu partir. J'aurais dû le faire, mais quelque chose en moi, la partie qui avait besoin de voir la ruine de près, est restée. Vas-y, ai-je dit sèchement. Il a avalé difficilement, ses yeux fuyant le sol avant de croiser à nouveau les miens. Je sais que j'ai tout gâché. Je sais que j'ai tout perdu. Mais Heather, toi et moi, nous avons eu des années ensemble. Tu ne peux pas simplement effacer ça. Je ne demande pas d'argent. Je ne demande pas la maison. Je veux juste. Je veux juste une chance de réparer les choses, de recommencer. Je l'ai regardée, silencieuse.
Il s'est empressé de continuer, les mots coulant comme de l'eau à travers des mains fissurées. Je ne dors pas. Je ne mange pas. Je ne peux plus regarder les gens en face. J'ai perdu l'entreprise. J'ai perdu ma famille. Et sa voix s'est brisée. Je t'ai perdu. S'il te plaît, ne me laisse pas comme ça. Tu es la seule qui puisse m'aider à me reconstruire. L'ironie était presque risible. Toutes ces années, je l'ai supplié de rentrer à la maison, de nous accorder la priorité, de me donner plus que des miettes de son attention. Il m'ignorait, me rejetait, agissait comme si j'étais un accessoire de sa vie. Maintenant, il se tenait devant moi, brisé, implorant la même chose qu'il m'avait toujours refusé. « Tu veux que je te répare ?» ai-je finalement dit. Il a hoché rapidement la tête, le désespoir écrit sur chaque ligne de son visage. « Oui, donne-moi juste une autre chance. Je peux changer. » Pendant un bref instant, je l'ai étudié, pas avec désir, pas avec pitié, mais avec clarté. Ce n'était pas de l'amour. Ce n'était pas de la rédemption. C'était un homme qui se noyait, s'agrippant à la chose la plus proche qu'il avait autrefois maintenue à flot. Et j'ai refusé d'être sa bouée de sauvetage. Tu as eu tes chances, ai-je dit calmement. Tu en as eu plus que la plupart des hommes n'en auront jamais. Et à chaque fois, tu t'es choisi toi-même avant moi. Il a tressailli comme si je l'avais frappé. J'ai été stupide. J'ai été égoïste. Mais je le vois maintenant, Heather. Je vois tout maintenant. Je ne peux pas vivre comme ça. J'ai fait un pas de plus, baissant ma voix pour qu'il soit le seul à entendre. Alors ne le fais pas. Mais n'ose pas penser que je suis là pour te sauver. Je me suis sauvé le moment où j'ai quitté ce hall d'hôtel. Tu te tiens dans les ruines de tes propres choix. Ses yeux scintillaient. Et pendant une seconde, j'ai cru qu'il allait s'effondrer là sur les marches du palais de justice. Alors c'est tout, a-t-il murmuré. Après tout ça? J'ai laissé le silence s'étirer. Lourd, final. Puis j'ai prononcé les seuls mots qu'il se rappellerait toute sa vie. Tu es l'architecte de ta propre destruction. J'ai tourné les talons et je suis parti. Je n'ai pas regardé en arrière. Je n'avais pas besoin de le faire car le son de son silence derrière moi, son poids, me disait tout. Il n'avait plus rien. Pas de famille, pas d'argent, pas d'alliés, et surtout, pas moi. C'était la fin. Pas avec rage, pas avec un cri, mais avec une frontière si nette qu'elle pouvait couper à travers les années. Une ligne tracée dans la pierre. Alors que je montais sur le trottoir, le ciel gris s'est ouvert par un rayon de soleil. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti sa chaleur sur mon visage sans ombre qui me suivait. Et j'ai su que j'avais gagné. 1 an plus tard, ma vie ne ressemblait guère à ce qu'elle était auparavant. La maison qui avait autrefois ressemblé à une cage est devenue un sanctuaire. J'ai repeint les murs, enlevé les lourds rideaux qu'il avait insisté pour mettre, et rempli les pièces de lumière. Chaque coin portait ma signature maintenant. Des plantes prospérant sur les rebords de fenêtres, des photos de ma nièce souriant lors d'étapes importantes où il n'est jamais venu, des livres empilés dans le salon qui reflétaient mes intérêts, pas les siens. Pour la première fois depuis des années, ma maison semblait vivante parce qu'elle me reflétait enfin. Financièrement, je me tenais plus fier que jamais. Le règlement du divorce avait sécurisé ma part. Mais je ne me suis pas arrêté là. J'ai pris les compétences en marketing que j'avais autrefois mises de côté pour sa carrière et je les ai investies dans mon propre travail indépendant. Ce qui a commencé comme de petits projets a fleuri pour devenir une liste complète de clients. Je ne survivais pas seulement. Je prospérais, construisant une entreprise selon mes propres termes. Il y avait de la fierté dans chaque facture, chaque chèque de paie qui portait uniquement mon nom. Ma nièce s'est épanouie aussi. Les candidatures à l'université sont parties à l'automne, et quand elle a reçu sa première lettre d'acceptation, nous avons célébré avec du gâteau dans la cuisine, juste nous deux, riant jusqu'à en avoir mal aux côtés. Elle m'a serré fort et a murmuré, « Je ne serai pas là sans toi ». Cela signifiait plus que n'importe quel serment que mon ex avait jamais fait. Parce que pendant qu'il choisissait la trahison, j'ai choisi l'engagement. Envers elle, envers moi-même, envers un avenir qui valait la peine de se battre. Parfois, les gens demandent si je lui manque. La vérité, je ne lui manque pas. Ce qui me manque, c'est la femme que j'étais avant de le laisser m'éteindre. La fille qui rêvait sans compromis, qui croyait que sa loyauté était un cadeau plutôt qu'une laisse. Mais cette femme n'est pas partie. Elle est de retour.
Plus affûtée maintenant, plus forte, plus sage. De temps en temps, j'entends parler de lui. Houston est une grande ville, mais les rumeurs ont un moyen de trouver leur cible. Le bruit court qu'il loue un appartement d'une chambre près de l'autoroute, qu'il se débrouille avec des contrats. Ses amis ne répondent plus à ses appels. Sa famille ne l'invite pas aux fêtes. La maîtresse, partie depuis longtemps, a déménagé dans une autre ville. Il est devenu un avertissement murmuré lors des dîners, une blague dans les cercles où il était autrefois respecté. Mais ce n'est plus ma préoccupation. Sa chute est son histoire, pas la mienne. Mon histoire est une histoire de liberté. Je me réveille maintenant sans crainte. Je fais des promenades matinales dans mon quartier, écouteurs aux oreilles, le soleil réchauffant ma peau, et je ressens de la gratitude dans ma poitrine au lieu de nœuds dans mon estomac. Je cuisine pour moi-même, non pas parce que j'attends que quelqu'un rentre, mais parce que j'apprécie le goût. Je dors paisiblement dans des draps. J'ai choisi un lit qui ressemble à la paix au lieu du vide. La vengeance m'a rendu mon pouvoir, mais la guérison m'a rendu ma vie. C'est la différence. Le détruire n'a jamais été le but final. C'était dégager le chemin pour que je puisse reconstruire sans son ombre planant sur moi. En regardant en arrière, la trahison ressemble moins à la fin de quelque chose et plus à la porte dont j'avais besoin. Douloureuse, oui. Écrasante, oui. Mais cela m'a forcé à un nouveau début que je n'échangerai pour rien au monde. J'ai appris que la liberté ne vient pas quand quelqu'un d'autre vous la donne. Elle vient au moment où vous arrêtez d'attendre qu'il change, qu'il vous voie, qu'il vous choisisse. La liberté, c'est quand vous vous choisissez enfin vous-même. Et c'est ce que j'ai fait. Alors, quand les gens murmurent à propos de mon ex, quand ils partagent sa chute, comme le dernier gros titre, je ne scie pas. Je ne me réjouis pas. Je souris simplement en sachant que j'ai quitté les décombres et construit quelque chose de mieux. Parce qu'en fin de compte, la trahison ne m'a pas brisé. Elle m'a libéré. Et je ne laisserai plus jamais personne m'enchaîner.